Récemment, il y a eu une grande évolution de la rhumatologie interventionnelle et aussi de l'échographie. Et donc, on fait de plus en plus de gestes chez nos patients. Sauf qu'on est confronté par moments à des patients qui sont sous anti-agrégants plaquettaires et sous anticoagulants. Et donc, c'est un frein à nos gestes. Et mon agenda sera comme suit. D'abord, on va définir les paramètres à prendre en compte au cours de ces gestes chez ces patients qui sont particuliers. Je vais commencer par les gestes sous anti-agrégants plaquettaires, puis les gestes sous anticoagulants. Et comme introduction, j'ai bien envie de partager avec vous une expérience douloureuse d'un patient de 56 ans qui est tabagique chronique et qui a fait un antécédent d'un accident ischémique transitoire. Et il a été mis sous aspirine à faible dose. Et à côté de ça, il a fait une lomboradiculalgie commune sur une hernie discale. Et a été décidée une infiltration épidurale. 24 heures après, le patient a présenté une recrudescence des douleurs avec des troubles sphinctériens et une IRM a été faite et il a montré un hématome péridural. Donc, il a été convenu d'arrêter l'aspirine, d'évacuer l'hématome chirurgicalement. Le tout est rentré dans l'ordre. Le patient est sorti de l'hôpital sans reprise de l'aspirine. Il n'a pas repris l'aspirine parce qu'il y avait le contexte d'hématome et il y a aussi le contexte de chirurgie récente. Malheureusement, 3 jours après sa sortie, le patient a fait une douleur angineuse. Il a fait un infarctus du myocarde étendu et il est décédé. Et donc, j'ai envie de vous dire que les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont à risque létal. Et ce sont des patients qui sont sous des traitements spéciaux, des anti-agrégants plaquettaires ou des anticoagulants. Mais ils ont le droit de faire d'autres comorbidités, en l'occurrence des affections rhumatologiques, qu'on doit prendre... Et donc, on doit prendre en compte les interactions médicamenteuses. Et le rhumatologue, il est dans l'obligation de contacter le cardiologue et de ne pas arrêter le traitement. Donc, quels sont ces paramètres à prendre en compte? Donc, le rhumatologue doit savoir définir 3 grands axes. D'abord, la maladie cardiovasculaire. Et puis, les médicaments qui sont proposés au cours de ces pathologies et la nature des gestes qui vont être réalisés chez ce type de patients qui sont particuliers. Et donc, qu'en est-il des maladies cardiovasculaires? Donc, avec le vieillissement de la population, il y a une prévalence accrue des maladies cardiovasculaires dominées par la maladie coronaire. Mais il n'y a pas que la maladie coronaire, il y a à moindre degré les accidents vasculaires cérébraux et puis les maladies vasculaires périphériques. Et donc ont été mis en avant dans le protocole de prise en charge de ces maladies cardiovasculaires, la prévention primaire avant que la maladie ne s'installe et quand la maladie est asymptomatique et aussi la prévention secondaire quand la maladie elle est installée. Et là, j'aimerais mettre le point sur la définition du risque majeur et du risque modéré chez ces patients porteurs de ces maladies à haut risque. Le rhumatologue doit connaître ces maladies cardiovasculaires à haut risque et qui sont résumées dans ce tableau. Sont des patients définis comme patients à risque majeur, les patients qui ont un syndrome coronarien aigu survenu dans les moins de 6 semaines, et aussi la pose de stent actif. Ici, vous avez un stent actif, pharmacoactif, et un stent qui est nu de moins de 6 semaines. Sont définis comme risque moindre les syndromes coronariens de plus de 6 semaines à 1 an et les stents nœuds de plus de 6 semaines. Et qu'en est-il de la nature de maladie que prennent ces patients qui ont des maladies cardiovasculaires? En fait, ces patients, ils sont soit sous anti-agrégants plaquettaires, soit sous anticoagulants oraux, à savoir les anticoagulants, les antivitamines K, ou les anticoagulants oraux d'action directe et les héparines. Moi, je me contenterai de parler des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants oraux. Alors, pour les antiagrégants plaquettaires, au Maroc, on a 2 antiagrégants
anti-agrégants plaquettaires, c'est l'aspirine et le clopidogrel qui est le Plavix. L'aspirine, il a une demi-vie de 2 à 4 heures. Le Plavix, il a une demi-vie de 7 à 8 heures et ils ont une cible pharmacologique qui est distincte puisque l'aspirine, il inhibe ici la voie des cyclooxygénases et donc le thromboxane A2 et le Plavix, il va inhiber l'ADP via un récepteur plaquettaire bien particulier. Alors, ces anti-agrégants plaquettaires, ils sont indiqués chez des patients qui ont une coronaropathie stable. Ils peuvent être donnés, remarqués, soit en monothérapie, soit en bithérapie dans les syndromes coronariens aigus ou en cas de pose de stent nu ou actif. Pour les anticoagulants oraux, donc on a parlé des antivitamines K et des anticoagulants oraux directs. Et pour les antivitamines K, le seul qui est disponible au Maroc, c'est le Syntron. C'est vrai qu'on peut avoir des malades qui sont sous Préviscan. Le Syntron, il a une demi-vie de 8 heures. Pour les anticoagulants, en fait, ils ont eu l'AMM au Maroc, le rivaroxaban, c'est-à-dire le Xarelto. Lui, c'est un inhibiteur du facteur 10. Et le Pradaxa, il a eu l'AMM au Maroc en 2017. C'est les deux seuls anticoagulants oraux directs qui sont commercialisés au Maroc. Il est inhibiteur de la thrombine 2A. Alors, c'est quoi l'originalité de ces anticoagulants oraux? Au fait, c'est les posologies qui ne sont pas adaptées au poids. Il n'y a pas de surveillance biologique recommandée. Il n'y a pas d'adaptation aux doses. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'antidote chez des patients qui font des hémorragies ou des chirurgies récentes. Et il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Et j'ai envie de vous faire part de la situation au Maroc quant au nombre de consommateurs des anti-agrégants plaquettaires. C'est 2 500 000 boîtes d'anti-agrégants plaquettaires vendues au Maroc en 2013, dont 76 000 sous Plavix et 900 000 boîtes d'anti-vitamine K. Et chez ces patients qui présentent cette maladie cardiovasculaire à haut risque, et qui sont sous traitement anti-agrégants plaquettaires ou anticoagulants, on a bien envie de leur faire des gestes thérapeutiques. Et je vais commencer par les patients qui sont sous anti-agrégants plaquettaires. Et pour les gestes en rhumatologie, toute la difficulté réside dans le risque hémorragique et le risque thrombotique. On va donner un traitement. Est-ce qu'on continue à donner le traitement et là on va majorer le risque hémorragique? Ou alors est-ce qu'on va arrêter le traitement et on va augmenter le risque thrombotique en suivant les facteurs de risque? Et donc il faut qu'il y ait une réflexion entre cardiologue et rhumatologue pour évaluer le rapport risque hémorragique et risque thrombotique, sachant qu'il y a des recommandations d'HAS qui ont été établies en 2013. Et donc, je me pose deux questions. Quel est le risque thrombotique lié à l'arrêt des anti-agrégants plaquettaires? Et quel est le risque hémorragique si on continue le traitement sous anti-agrégants plaquettaires? Alors, pour le risque thrombotique qui est lié à l'arrêt, au fait, le principal risque, c'est le risque coronaire. Et l'arrêt de ces anti-agrégants plaquettaires, il multiplie le risque de survenue d'infarctus du myocarde par 2, il multiplie le risque de décès dans le mois par 2. Et ce risque, il est majoré chez les patients qui sont sous stent. Alors, il y a un consensus de la Société française d'anesthésiologie et de réanimation, un consensus qui est récent, c'est que l'interruption des anti-agrégants plaquettaires, elle doit être évaluée en fonction de l'indication de ces anti-agrégants plaquettaires. Et le rhumatologue, il doit prendre en compte ces patients à haut risque. Et là, on va définir le risque élevé. C'est beaucoup plus chez les patients qui sont traités par bithérapie,
pour stent coronaire. Et le risque, il est modéré, il est beaucoup plus modéré chez les patients qui sont traités par monothérapie pour une prévention cardiovasculaire ou alors un antécédent d'accident vasculaire cérébral ischémique ou une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et il faut savoir que, ça c'est une phrase qu'adorent les cardiologues, c'est l'arrêt du dernier antiagrégant plaquettaire qui tue chez les patients qui sont sous biothérapie. Alors, qu'en est-il des gestes, du risque hémorragique au cours des gestes en rhumatologie? On doit d'abord savoir c'est quoi les déterminants de ce risque. Deux grands déterminants, c'est la complexité du geste et les structures vasculaires et nerveuses qui peuvent être comprimées avec un éventuel hématome. Et pour la complexité du geste, il y a la durée du geste, le trajet direct ou indirect, le nombre de tentatives et bien sûr l'expérience de l'opérateur. Et on va commencer par ces gestes au niveau du rachis et je vais vous présenter un cas clinique d'un homme de 52 ans qui a fait un syndrome coronarien aigu traité il y a 2 ans. Il a été mis sous aspirine. Il a présenté par ailleurs une lombo-sciatique S1 gauche en échec de traitement médical et on a bien envie de lui faire une infiltration épidurale ou une foraminale. À votre avis, comment est-ce qu'on va gérer le traitement anti-agrégant chez ce patient? Les données de la littérature en rhumatologie, ils sont pauvres. C'est beaucoup plus le retour d'expérience et les avis d'experts. Et donc il y a beaucoup plus d'études en anesthésie et réanimation pour le rachis. Et là, vous remarquez cette étude que là, l'aspirine, il multiplie le risque de survenue d'hématome au cours d'une infiltration du rachis par 2,5. Une autre étude, en fait ça c'est des guidelines en anesthésiologie et réanimation, c'est que les recommandations de la Société européenne d'anesthésie, ils disent qu'il n'y a pas de contre-indication à faire un geste rachidien sous aspirine, mais ce n'est pas possible sous, remarquez ici le clopidogrel, il faut un arrêt du Plavix 7 jours avant le geste. Et les recommandations de l'HAS, donc que faire chez ces patients sous antiagrégant plaquettaire et chez qui on veut faire une infiltration épidurale et foraminale. C'est un risque hémorragique qui est modéré, donc on peut le faire sous aspirine, mais on ne peut pas le faire sous Plavix. Il y a aussi la façon de positionner l'aiguille, il faut qu'elle soit à l'extérieur du foramen. Un deuxième cas clinique pour parler de la double anti-agrégation plaquettaire, c'est une femme qui a 69 ans, qui a un antécédent de stent nu, posé depuis 2010, compliqué d'une thrombose du stent et qui est donc, c'est un haut risque. Elle est sous double anti-agrégation plaquettaire, elle est sous Plavix et aspirine. Elle a des lombalgies sur une arthrose interapophysaire postérieure et on a bien envie d'infiltrer les interapophysaires postérieurs. Selon l'HAS, c'est un risque hémorragique qui est faible, les interapophysaires postérieurs. Donc, on peut faire l'infiltration sous double anti-agrégation plaquettaire chez une patiente pour des interapophysaires postérieurs. Ça, c'est les recommandations de l'HAS. Et donc, pour les autres gestes rachidiens, ce sont des gestes, selon l'avis d'experts, qui sont classés risque hémorragique élevé, à savoir les infiltrations discales, la cimentoplastie et la ponction biopsie vertébrale. Donc, même l'aspirine, il doit être arrêté. C'est un risque hémorragique qui est élevé. Un délai d'arrêt de 3 jours. Le Plavix, 5 jours d'arrêt. Alors, qu'en est-il des articulations périphériques? Et j'ai bien envie de parler d'abord de la coxo-fémorale, articulation qui est profonde. Et je vous présente ce cas clinique de ce patient qui a 66 ans, qui a les antécédents, qui est tabagique chronique avec un infarctus du myocarde il y a 15 mois, traité par 2 stents. Il est sous double anti-agrégation plaquettaire. Et il fait une douleur de la hanche avec une coxarthrose. Est-ce qu'on infiltre ou pas?
Alors, selon la HAS, c'est un risque hémorragique qui est modéré. Il n'y a vraiment pas de données de la littérature, c'est juste un accord d'experts pour considérer que ces infiltrations étant à risque modéré. La réalisation sous Plavix, elle est non recommandée. Et puis les experts, ils recommandent, il y a un accord d'experts pour préférer la voie latérale à la voie antérieure au niveau de la hanche. Quelques cas particuliers, c'est la sternoclaviculaire, la costo-vertébrale et les sacro-iliaques. C'est un risque hémorragique qui est modéré. Et donc, on ne peut pas faire... en fait, ils ont été précédemment classés comme risque hémorragique modéré, reclassés dernièrement comme risque hémorragique faible. Et donc, c'est possible de réaliser sous aspirine, sous Plavix ou sous double anti-agrégation plaquettaire. Pour les articulations périphériques, en l'occurrence le genou, le risque hémorragique, il est faible. Donc, c'est possible de faire sous aspirine et sous Plavix. Mais bien sûr, il faut faire en one shot. Alors, quel est le risque hémorragique des gestes en abarticulaire? L'abarticulaire et les syndromes canalaires superficiels, ils sont considérés comme risque hémorragique faible. Et donc, la réalisation, elle est possible sous aspirine, sous Plavix. On poursuit le traitement sans problème. Par contre, les syndromes canalaires profonds, c'est un risque hémorragique qui est modéré. Et donc, il faut arrêter. On peut le faire sous aspirine, mais pour le Plavix, il faut l'arrêter 5 jours avant. Et pour ce résumé, je vous présente ce tableau qui montre les différentes stratégies selon les différents gestes en rhumatologie. Et vous voyez que les risques faibles sont pour le rachis, pour les articulaires postérieurs, aussi pour les articulations périphériques en dehors de la coxofémorale, et aussi les gestes périarticulaires superficiels. Par contre, sont considérés comme risque hémorragique modéré, et donc on ne peut le faire que sous aspirine et non sous Plavix, l'épidural au niveau lombaire, la périradiculaire, c'est-à-dire après l'extraforaminal, les infiltrations coxofémorales, et bien sûr les autres gestes périphériques, à savoir les lavages et les biopsies synoviales. Et je conclus cette première partie des antiagrégants plaquettaires par dire que les modalités d'arrêt et de reprise du traitement sont bien définies. Les recommandations pour la pratique clinique, c'est surtout basé sur les accords d'experts, et les essais randomisés, contrôlés randomisés ne sont pas éthiques à réaliser chez ces patients. Les recommandations pour la pratique clinique, donc c'est surtout basé sur les accords d'experts. Et à l'arrêt des antiagrégants plaquettaires, il y a un risque thrombotique qui est important, surtout coronaire. J'ai envie de dire et ce que vraiment les rhumatologues doivent retenir, ce que les cardiologues aiment que les rhumatologues retiennent, c'est que le syndrome coronarien aigu récent et la pose récente d'un stent implique un risque thrombotique qui est majeur. Et ce risque thrombotique majeur, il requiert une double antiagrégation plaquettaire. Alors, qu'en est-il des patients qui sont sous anticoagulants? Les antivitamines K, on sait tous que ce sont des traitements de référence pour l'anticoagulation. Leur modalité, la modalité de relais, elle est connue, et il y a des recommandations qui sont disponibles. Ce sont les recommandations d'HAS 2008. Et le risque hémorragique, il peut être faible au cours des actes de rhumatologie à faible risque hémorragique, et donc on peut réaliser des gestes chez ces patients qui sont à faible risque hémorragique, et ces patients sont les patients qui sont sous AVK. Les patients à faible risque sont les patients à qui on va faire des infiltrations périarticulaires ou des infiltrations des articulations périphériques hors coxofémorale, les syndromes canalaires superficiels. Pour le risque hémorragique modéré ou élevé, là,
il faut voir la maladie, il faut interrompre les antivitamines K. Et il faut voir la maladie sous-jacente. Si la maladie sous-jacente, il s'agit d'une ACFA ou une maladie thromboembolique, on peut arrêter l'AVK sans interruption, sans faire le relais avec l'héparine. Par contre, il y a des pathologies cardiovasculaires à très haut risque, par exemple des valves mécaniques ou alors une ACFA avec un antécédent embolique ou une maladie thromboembolique à haut risque. Là, il faut faire le relais avec l'héparine. J'ai envie de rappeler les modalités du relais par une héparine. Avant le geste, il faut arrêter les anticoagulants et démarrer l'héparine. L'héparine à dose curative. Et bien sûr, il faut que l'INR soit en zone thérapeutique. Et donc, l'arrêt pré-geste de l'héparinothérapie, et il est souhaitable de faire le geste dans la matinée. Et l'arrêt de l'héparine, il se fait selon la demi-vie de l'héparine. Dans tous les cas, là, on va être aidé par les cardiologues ou les réanimateurs. Après le geste, la reprise de l'héparine, il se fait après l'intervention à dose curative dans les 6 à 48 heures, et il est recommandé de ne pas reprendre les héparines à dose curative avant la 6e heure parce qu'il y a le risque hémorragique. Pour la reprise des antivitamines K et les arrêts des héparines, en l'absence de risque hémorragique majeur et persistant, il est recommandé de reprendre les AVK dans les 24 heures, sinon dès que possible. Alors, pour les anticoagulants oraux directs, en cas de geste en rhumatologie, il faut une fenêtre thérapeutique, il est recommandé. Il faut toujours peser la balance entre le risque hémorragique du geste et le risque thrombotique lié à l'indication du traitement. Et là, je vais vous présenter les recommandations françaises pour la prise en charge d'un patient qui est traité par des anticoagulants oraux directs. Quand le risque hémorragique il est faible, remarquez que l'arrêt des anticoagulants oraux, il se fera juste 24 heures avant le geste et il sera repris 24 heures après. Quand le risque il est modéré ou sévère, s'il est modéré, là on doit voir le risque thrombotique. Est-ce que le risque thrombotique il n'est pas élevé? Là, l'arrêt de des anticoagulants oraux directs, il se fait 5 jours avant et une reprise dans la 6e heure ou à la 48e heure. Mais si le risque thrombotique il est élevé, là, il faut faire le relais par l'héparine. On a parlé du risque hémorragique au cours des anticoagulants oraux. Là, on va parler du risque thrombotique chez les patients qui sont sous anticoagulants oraux. Il rejoint celui des antivitamines K. Le relais, il est optionnel selon la pathologie sous-jacente. Et là, le relais, il est indispensable quand il s'agit de valves mécaniques, d'ACFA avec antécédent thromboembolique ou de maladie thromboembolique qui est à haut risque. Et je termine ma présentation par des messages clés. Pour les anti-agrégants plaquettaires, la réalisation, elle est possible sous anti-agrégation plaquettaire, mais il faut faire attention pour les risques hémorragiques modérés, à savoir les infiltrations épidurales et foraminales lombaires et aussi les infiltrations coxo-fémorales. La réalisation des infiltrations, elle est possible sous double anti-agrégation plaquettaire dans les articulations périphériques, les gestes périarticulaires et bien sûr sans triturer one shot et les infiltrations canalaires superficielles. Et surtout, il ne faut jamais arrêter un anti-agrégant plaquettaire sans l'avis du cardiologue. Les antivitamines K suivent des recommandations qui sont bien précises. Les anticoagulants oraux directs, la même chose que les antivitamines K. Sachez qu'il n'y a pas d'antidote et donc il n'y a pas de fenêtre conseillée, quel que soit le risque. Et le relais par héparine, il se fait en cas de risque thrombotique qui est élevé. J'ai envie de terminer ma présentation par cette citation de Jacques Normand, c'est que la collaboration est un attelage à deux, ou presque toujours un tiers plus que l'autre. Je parle de rhumato et de cardio.